Cette affaire s'est déroulée aux États-Unis d'Amérique, dans une petite ville rurale du Missouri appelée Richwoods, située dans le comté de Washington. C'est là que vivait l'un des héros de l'affaire d'aujourd'hui, Shawn Hornbeck, un joyeux garçon né le 17 juillet 1991. En 2002, Shawn vivait toujours dans cette petite ville tranquille du Midwest avec sa mère Pam et son père Craig Akers, ainsi que ses deux sœurs aînées, Jackie et Jennifer. Il convient de préciser que Craig n'était pas le père biologique des enfants de Pam, mais qu'il était le genre de père qui donnait de l'affection, des soins et de l'attention. La mère de Shawn avait divorcé quelques années plus tôt et avait épousé Craig. Shawn et son père adoptif ont développé une relation spéciale, chaleureuse et confiante. Shawn a toujours considéré cet homme comme son propre père. Du haut de ses 11 ans, le jeune Hornbeck était un bon élève. Il était en 5e année d'école primaire, aimait passer du temps avec ses amis et le baseball occupait une place particulière dans son cœur. Pour résumer, c'était un enfant ordinaire, issu d'une famille aisée et vivant dans une ville tranquille. Pourtant, ce sont souvent les bonnes personnes qui sont à l'origine des choses mauvaises. Ce jour-là, le dimanche 6 octobre 2002, personne n'aurait pu imaginer que cela pourrait arriver à cette famille. C'était un jour ordinaire. Alors qu'il s'ennuie, l'enfant demande à ses parents la permission d'aller jouer chez un ami. Pour ses parents, cela n'avait rien d'inhabituel. Shawn avait déjà fait cela des dizaines de fois auparavant. Ses parents n'ont pas soulevé d'objection et l'ont laissé partir à la seule condition qu'il soit rentré à 17 h. Il devait être rentré pour le dîner. Le garçon dit au revoir à ses parents, puis prend son vélo et se met en route. Vers 17 h, Pam et Craig ont commencé à craindre que leur fils ne soit pas à temps pour le dîner. Au début, ils n'y ont pas prêté attention, car les retards étaient monnaie courante chez les enfants. Pourtant, les minutes passaient et le garçon n'apparaissait toujours pas au seuil de la maison. Finalement, les hackers ont décidé d'appeler les parents de l'ami de Shawn chez qui il se rendait. Les informations qu'ils ont obtenues au cours de la conversation téléphonique les ont rendus insensibles. Il s'est avéré que Shawn n'était jamais arrivé à destination. Les parents du garçon ont tenté de se calmer. Ils ont supposé que leur enfant eût peut-être changé d'avis et était allé chez un autre camarade. Ils ont donc commencé à appeler toutes les connaissances de leur fils, mais personne ne savait où il se trouvait. Entre-temps, la nuit avait fait son apparition. Sachant que Shawn avait peur du noir, Pam et Craig ont rapidement signalé la disparition de leur fils à la police. Les autorités locales ont à leur tour contacté le Centre national pour les enfants disparus et ont également signalé l'incident à d'autres organismes. Peu de temps après, des policiers, avec le soutien d'agents du FBI, se sont mis à la recherche de l'enfant disparu. Parallèlement, des voisins, des amis et des citoyens inquiets ont constitué plusieurs équipes de recherche bénévoles qui ont immédiatement commencé à passer au peigne fin le quartier et la route où le garçon aurait pu se rendre. Tous espéraient retrouver Shawn le plus rapidement possible ou du moins découvrir des indices susceptibles de faire la lumière sur ce qui lui était arrivé. Les enquêteurs ont alors commencé à interroger les habitants des maisons situées sur l'itinéraire possible de l'enfant. Leur travail leur a permis de découvrir que plusieurs témoins oculaires avaient aperçu Shawn à bicyclette près de l'école. Selon les personnes interrogées, qui connaissaient bien le garçon, il avait rencontré l'une de ses sœurs aînées et son amie. Il a discuté avec les filles pendant un moment, puis est parti. Il s'est apparemment arrêté sur la route et a roulé près de l'église catholique locale. D'autres personnes interrogées ont déclaré avoir vu le garçon tourner sur un chemin de terre menant à la maison de son ami. Les autorités ont ainsi pu localiser l'endroit où l'homme a été vu pour la dernière fois. Depuis lors, le sort de Shawn est inconnu. Après 3 jours de recherches à grande échelle dans les environs de la ville et dans les zones forestières, et après avoir reconstitué l'itinéraire possible de Shawn, les autorités ont exclu la possibilité qu'il ait été victime d'un accident. Des dépliants contenant une photo de l'enfant disparu ainsi que des informations sur sa morphologie ont continué à être distribués dans la région. Ils le décrivent comme un élève de 5e année, mesurant environ 1,40 m et pesant au maximum 40 kg. Il avait les yeux bruns et les cheveux blonds. Il portait un t-shirt orange et un jean bleu lorsqu'il a été vu pour la dernière fois. Il a notamment été indiqué que Shawn se déplaçait sur un vélo tout-terrain vert. En l'absence de résultats rapides, la police a commencé à vérifier tous les délinquants enregistrés dans la zone de recherche de l'adolescent. Elle s'intéresse surtout aux délinquants ayant déjà été condamnés pour enlèvement et sollicitation de mineurs. Au même moment,
les autorités ont commencé à recevoir de nombreuses versions différentes quant au lieu où se trouvait le garçon disparu. L'une d'entre elles faisait par exemple état d'un accident de voiture survenu la veille de la disparition du jeune Hornbeck. Cependant, une enquête sur cette version a révélé qu'un chien avait été blessé dans cet accident, et non un enfant. Les autorités ont vérifié toutes les informations reçues, aussi absurdes soient-elles, au cours des mois suivants. Parmi les rapports relatifs à la disparition du garçon, certains spéculaient sur un possible lien avec des substances illégales. Soit l'enfant avait découvert par hasard un laboratoire où ces substances étaient produites, soit il avait été enlevé par des malfaiteurs en échange d'un lot de substances interdites. Ces spéculations n'ont toutefois pas abouti. Des équipes de chiens de recherche ont été déployées à plusieurs reprises dans la région où Shaun a disparu afin de suivre toute trace de sa présence. Et l'un de ces chiens a marqué la rive d'un lac proche comme un endroit où l'enfant pourrait se trouver. La police a donc fait appel à des plongeurs pour retrouver l'adolescent. Le lac a ainsi été exploré à plusieurs reprises à l'aide de caméras sous-marines. Cependant, les images n'ont révélé aucune trace de son corps. Comme c'était le seul endroit que les enquêteurs avaient repéré, les parents de Shaun n'ont pas voulu arrêter les recherches et les autorités ont décidé de vidanger le lac. Cette opération a duré environ 3 jours et s'est avérée infructueuse. Par la suite, Pam et Craig ont redoublé d'efforts pour retrouver leur fils par tous les moyens possibles. Ils ont imprimé de nouveaux prospectus et créé un site internet ainsi qu'une fondation portant le nom de Shaun Hornbeck pour diffuser et recevoir toutes les informations possibles sur la disparition du garçon. En outre, les Akers ont accordé des dizaines d'interviews aux différents médias qui ont souhaité couvrir l'affaire de la disparition de l'adolescent. Cependant, malgré ces efforts, ils n'ont toujours pas reçu de pistes significatives. Le temps presse et les autorités sont à court d'énergie. C'est alors qu'un homme mystérieux nommé Lou, un ermite solitaire vivant dans les bois, est venu se présenter aux policiers et leur a raconté un rêve dans lequel il voyait un enfant. Lou a été interrogé à plusieurs reprises et certaines de ses informations ont été confirmées, mais il est vite apparu qu'il ne disait pas vrai. Ces déclarations ne permettent pas de relier l'homme à l'enlèvement et il est finalement rayé de la liste des informateurs, ce qui le laisse sur la liste des personnes susceptibles d'apporter des éléments à l'enquête. Le temps a continué à passer et aucune nouvelle piste n'est apparue. L'enquête était donc pratiquement au point mort. Parallèlement, la famille de Shaun a tout mis en œuvre pour maintenir l'affaire en vie. Ils ont continué à assister à diverses émissions télévisées, dont certaines étaient franchement douteuses. Lors d'une de ces émissions, un médium invité a déclaré que Shaun était décédé. Il a notamment donné plusieurs détails sur l'emplacement supposé du corps de l'enfant qui se sont révélés faux. Au niveau local, les hackers ont reçu un soutien important de la part d'amis et de citoyens inquiets. Cela leur a permis d'afficher l'information sur plusieurs panneaux d'affichage coûteux. Pam et Craig ont également engagé des enquêteurs privés, dépensant toutes leurs économies. Malheureusement, presque toutes les mesures prises se sont révélées inefficaces. Plus de 4 ans se sont écoulés depuis la disparition de Shaun lorsqu'un autre petit garçon a disparu dans le Missouri, à seulement 72 km de la maison de la famille Akers. Il s'agit de Ben Hornby. Tout le monde le connaissait comme un jeune garçon souriant et sympathique de 13 ans. Il a disparu le 8 janvier 2007 dans la ville de Beaufort, dans le comté de Franklin, alors qu'il rentrait de l'école. Cet après-midi-là, son père est rentré à la maison. Comme toujours, il s'attendait à voir son fils jouer sur l'ordinateur, mais ce jour-là était différent. Ben n'était tout simplement pas à la maison, et rien n'indiquait qu'il était rentré de l'école. L'homme a immédiatement appelé sa femme pour savoir si elle avait une idée de l'endroit où se trouvait leur fils. La réponse de celle-ci s'est avérée négative. Il s'est donc rendu à l'école, estimant qu'il y aurait peut-être un événement sportif ou social auquel son fils pourrait participer l'après-midi. Cette hypothèse s'est toutefois révélée fausse. Tous les enfants sont sortis de l'école à l'heure habituelle et aucun d'entre eux n'a manqué le bus. Après avoir pris connaissance de ces informations, l'homme s'est sérieusement inquiété pour son fils. Il est donc rentré chez lui et a contacté les parents d'autres enfants vivant dans le même quartier pour savoir si l'un d'entre eux avait vu Ben. Heureusement, il a pu parler à Mitchell Hultz, 15 ans, qui rentrait chez lui dans le même bus que son fils. Selon ce dernier, Ben et lui sont descendus du bus ensemble et sont ensuite partis chacun de leur côté. Le garçon a alors déclaré avoir remarqué un minibus blanc qui se dirigeait lentement dans la même direction que Ben. En entendant cette information, le père du garçon disparu a immédiatement appelé le numéro d'urgence.
Après avoir reçu un appel du père de l'enfant qui décrivait partiellement la situation, les policiers ont immédiatement ouvert une enquête. Ils ont réalisé que les premières heures de recherche sont particulièrement importantes dans les affaires d'enlèvement d'enfants. Les détectives ont donc informé les agents opérationnels du FBI qui ont une grande expérience de ce type d'affaires. Parallèlement, les autorités locales ont commencé à distribuer des dépliants d'informations à l'effigie de Ben dans toute la ville. Ils indiquaient que le garçon mesurait 1,47 m et pesait environ 45 kg. Il avait les yeux bleus, les cheveux bruns et portait des lunettes de vue. L'enfant portait un pantalon et une chemise à capuche au moment de sa disparition. Les options sont limitées, mais des informations ont été obtenues de Mitchell, qui a eu une conversation avec le père au sujet de la camionnette blanche. Les fonctionnaires de police ont interrogé le jeune homme qui leur a dit avoir vu une Nissan, une chose inhabituelle dans la région. Selon lui, le véhicule suivait Ben. Il a également noté que le véhicule présentait une aile rouillée du côté passager, une vitre arrière bombée, un attelage de remorque et des bosses sur les portières. Bien que l'homme ait pu décrire le véhicule de manière assez détaillée, il ne s'est malheureusement pas souvenu de la plaque d'immatriculation ni du visage du conducteur. Les enquêteurs ont d'abord trouvé inhabituel que le témoin se souvienne si bien et fournisse autant de détails sur la voiture du kidnappeur présumé. Ils ont même supposé que le témoin chercha simplement à attirer l'attention sur lui. Ils lui ont donc proposé de passer un test de détecteur de mensonges. Mitchell a accepté avec plaisir et a passé le test avec succès. Lorsque les policiers lui ont demandé comment il avait pu se souvenir de tant de détails, le jeune homme a répondu qu'il avait toujours été attiré par ce type de voiture. Sur la base des informations fournies par Mitchell, les enquêteurs ont passé au peigne fin les alentours du lieu de l'enlèvement. Ils ont également distribué des tracts contenant des informations sur la disparition de Ben et les caractéristiques du véhicule dans lequel ils pensaient que l'auteur de l'enlèvement circulait à d'autres policiers et au public. De leur côté, les agents de la police scientifique se sont rendus à l'endroit où, selon le seul témoin, le minibus recherché avait été vu. À cet endroit, ils ont pu prendre des empreintes et relever des traces laissées par deux types de pneus qui ont tous deux pu être associés au véhicule décrit précédemment. Au cours de leur enquête, les agents ont identifié des similitudes entre l'enlèvement de Ben et la disparition de Sean, survenue plus de 4 ans auparavant et toujours inexpliquée. Les garçons avaient à peu près le même âge. Ils présentaient des typologies physiologiques similaires et les disparitions s'étaient produites à une date relativement proche. Cependant, une différence importante est à noter. La présence d'un témoin qui a fourni des informations significatives sur le véhicule du ravisseur présumé. En conséquence, les informations de Mitchell ont été largement diffusées. Des affiches ont été placardées dans toute la ville. Parallèlement, les forces de l'ordre ont mis en place de nombreux barrages routiers dans l'espoir de retrouver le véhicule en question. Au bout d'un certain temps, les enquêteurs ont commencé à penser que la voiture de Lou, l'homme qui prétendait avoir rêvé les détails de l'enlèvement de Sean, correspondait à plusieurs égards au véhicule recherché. La police a donc de nouveau interrogé l'homme, puis l'a définitivement écarté de l'affaire. Tout ce travail a porté ses fruits et les autorités ont finalement localisé le véhicule de l'auteur de l'infraction. À ce stade, plusieurs versions de ce qui s'est passé ont été recueillies. Selon la première d'entre elles, 2 policiers, qui s'étaient rendus au complexe d'appartements pour signifier une assignation, ont remarqué en partant une voiture garée sur le parking, semblable à la description de la voiture figurant dans l'orientation. Les policiers ont donc décidé de procéder à une inspection visuelle de la camionnette. Au bout de quelques minutes, ils ont été abordés par un homme nommé Michael Devlin, qui déclare être le propriétaire de la Nissan. Après avoir confirmé que le véhicule lui appartenait, les agents lui ont demandé s'il savait qu'un enfant nommé Ben avait été enlevé. L'homme a calmement répondu par l'affirmative. Les agents lui ont alors demandé de les escorter jusqu'à son appartement, ce à quoi il a changé de comportement. Il a brusquement refusé de les laisser entrer et s'est retiré précipitamment chez lui. Quelque temps plus tard, des agents du FBI se sont présentés à sa porte. Michael a alors clairement indiqué qu'il n'avait rien à voir avec l'enlèvement de Ben et qu'il n'autorisait personne à entrer dans son appartement. Compte tenu du comportement étrange de l'homme, les policiers ont rapidement obtenu un mandat de perquisition et sont entrés dans son appartement. Selon la deuxième version, c'est le propriétaire de la pizzeria où Michael travaillait qui a découvert certaines similitudes entre la voiture de son employé et le véhicule que la police recherchait dans le cadre de l'enlèvement présumé d'un enfant. L'homme a donc contacté les autorités et, un jour,
des agents du FBI se sont rendus dans l'établissement pour interroger le suspect. Au cours de la conversation, la nervosité manifeste de Michael était telle qu'il avait du mal à se concentrer sur les questions qui lui étaient posées. Interrogé sur l'enlèvement de Ben, il a déclaré qu'il devait y avoir une certaine confusion. Il a déclaré que son filleul Sean avait été invité à son appartement, mais qu'il ne savait rien de Ben. Un interrogateur expérimenté du FBI a remarqué qu'à la mention du nom de Sean, le pouls de Michael s'est accéléré et l'une des veines de son visage a gonflé. Au bout d'un moment, il a eu l'effrayante pensée que l'homme qui l'interrogeait faisait peut-être référence au même Sean, le premier enfant disparu. L'agent a donc décidé d'effrayer davantage Michael, déjà sous le choc, et lui a dit qu'ils avaient des échantillons de pneus de la voiture dans laquelle Ben avait été enlevé. C'est à ce moment-là que l'interrogateur a réalisé qu'il était pris et a baissé la tête. Il a alors déclaré qu'il savait qu'il était un homme mauvais. L'interrogateur lui a alors demandé si les personnes enlevées se trouvaient dans son appartement en ce moment même. L'homme a répondu par l'affirmative. Une fois l'entretien terminé, les forces de l'ordre, accompagnées d'autres organismes, se sont rendus dans le complexe d'appartements où vivait Michael. Dès qu'ils ont ouvert la porte, le petit Ben est sorti en courant. Au même moment, un adolescent plus âgé était assis docilement sur le canapé du salon. Un policier s'est approché de lui et lui a demandé son nom. Ce dernier a répondu « Sean Hornbeck ». Après avoir entendu son nom, le policier lui a dit qu'il était en sécurité et qu'il serait bientôt raccompagné chez lui. Plusieurs armes à feu ont été trouvées dans l'appartement de Michael, qui était en outre dans un état de délabrement et de saleté absolue. Tandis que certains policiers procédaient à une inspection détaillée pièce par pièce, d'autres ont emmené les jeunes hommes à l'unité du FBI et ont rapidement contacté leurs parents. Les hackers se déplaçaient en voiture lorsque le téléphone de Pam a sonné. Celle-ci a décroché assez rapidement, mais dès qu'elle a entendu la voix de l'agent, elle a immédiatement tendu le téléphone à son mari. Craig dira plus tard qu'il n'oubliera jamais la courte phrase qu'il a entendue à ce moment-là. C'est ainsi qu'a pris fin un cauchemar de plus de 4 ans pour leur famille. Entre-temps, la nouvelle de leur retour s'est répandue comme une traînée de poudre. Le 12 janvier 2007, le shérif du comté de Franklin a publié un communiqué annonçant des nouvelles à la fois bonnes et franchement incroyables. Il a d'abord annoncé que Ben, 13 ans, qui avait été enlevé 4 jours plus tôt, avait été retrouvé sain et sauf. Ensuite, le responsable local des forces de l'ordre a également parlé de Sean, le garçon enlevé plus de 4 ans auparavant. Le shérif a notamment indiqué que les autorités avaient pu appréhender le ravisseur. Les médias ont surnommé cette affaire le « miracle du Missouri ». Ce n'est un secret pour personne. Les criminels sont divisés en plusieurs catégories. Les premiers sont ceux qui sont nés ainsi, les seconds qui le deviennent. Mais qui était donc l'homme qui a kidnappé les garçons? Qui était Michael Devlin? Nous savons qu'il a été adopté et qu'il a grandi au sein d'une grande famille d'accueil à Webster Groves, dans le Missouri. D'après les récits de ses rares connaissances, c'était une personne amicale et sociable, du moins jusqu'à ce qu'il développe un diabète. La maladie s'est compliquée et a conduit à l'amputation de plusieurs orteils. Selon les personnes qui l'ont connu à l'époque, ces événements ont changé son caractère et son comportement. Par exemple, au moment de son arrestation, Devlin, âgé de 41 ans, était un homme solitaire, renfermé et maussade qui travaillait comme gérant d'une pizzeria. Il donnait l'impression d'être une personne normale qui payait toujours ses factures à temps et n'avait pratiquement aucun conflit avec qui que ce soit. Pendant de nombreuses années, il a essayé d'étouffer ses fantasmes et ses désirs sombres et pervers pour les adolescents. Mais il a fini par comprendre qu'il ne pourrait pas toujours les contenir. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Le dimanche 6 octobre 2002, Michael part à la chasse dans l'intention de satisfaire ses besoins. Il a alors eu la chance d'apercevoir un garçon solitaire qui roulait à bicyclette sur un chemin de terre en toute insouciance. Il s'agissait de Sean Hornbeck. Tellement absorbé par son vélo, il n'a pas remarqué qu'une camionnette s'était arrêtée derrière lui. L'homme a percuté l'adolescent, qui a été projeté sur le bord de la route avec son vélo. Après s'être assuré que le garçon n'était pas gravement blessé, Devlin lui a attaché les mains dans le dos et l'a fait monter à l'arrière de son véhicule. C'est à ce moment-là que Sean Hornbeck a repris ses esprits. Malgré sa frayeur, il demande à Michael ce qui se passe et pourquoi il agite ainsi. L'homme lui répond « Tu étais juste au mauvais endroit au mauvais moment ». Selon le récit de l'adolescent libéré, Michael l'a maintenu attaché et complètement immobilisé pendant le premier mois de sa détention. Lorsqu'il partait travailler, il lui mettait un bâillon dans la bouche.
Pour intimider Shaun et le dissuader de s'échapper, il lui montrait des armes à feu et le menaçait de lui ôter la vie s'il tentait de s'enfuir ou d'appeler à l'aide. Dans les premiers jours suivant l'enlèvement, Devlin aurait régulièrement quitté son travail pour rentrer chez lui sous prétexte de donner un médicament à son chat. En réalité, il voulait ainsi vérifier que sa proie était toujours au même endroit. Après la libération de Shaun, les enquêteurs et le public ont émis l'hypothèse que celui-ci était peut-être resté volontairement avec Michael. Par exemple, au moment où la police est entrée dans l'appartement de Devlin, Shaun était simplement assis sur le canapé à jouer à des jeux vidéo. Il n'y avait aucune mesure de sécurité dans l'appartement du ravisseur qui aurait pu l'en empêcher. Pourquoi ne s'est-il donc pas échappé ? Les réponses à ces questions sont apparues un peu plus tard, lorsque le captif a commencé à parler. Le jeune homme a révélé qu'après 1 mois de détention, Michael avait tenté de se débarrasser de lui pour des raisons de sécurité. À ce moment-là, l'instinct de survie de Shaun s'est manifesté et il a essayé de toutes ses forces de négocier pour se sortir de cette situation. Il finit par y parvenir. L'adolescent a juré qu'il ne tenterait jamais de s'échapper et qu'il n'abandonnerait pas Michael s'il lui permettait en retour de rester en vie. Devlin a accepté, lui faisant savoir qu'il mettrait fin à ses jours au premier soupçon d'évasion. L'homme promet également d'ôter la vie à tous les membres de la famille de Hornbeck s'il est pris en tentant de s'évader. C'est ainsi que le jeune homme kidnappé a conclu un pacte avec le diable. Les mois suivants, Shaun était complètement enfermé. Petit à petit, Michael mit tout en œuvre pour s'assurer que la victime ne tenterait pas de s'échapper. Il était évident que le garçon avait peur pour lui-même et pour sa famille. L'enfant ignorait notamment où il irait s'il tentait de prendre la fuite. En d'autres termes, Shaun n'avait tout simplement pas le choix. Devlin commença rapidement à lui accorder quelques indulgences. Par exemple, le prisonnier pouvait communiquer avec un garçon du quartier. Il lui a dit que Michael était son père et que sa mère était décédée dans un accident de voiture. Il lui a également dit qu'il n'allait pas à l'école parce qu'il était instruit à la maison. Avec le temps, l'homme a commencé à offrir divers cadeaux à son prisonnier. Il a d'abord reçu un vélo, puis une console de jeux vidéo, et enfin un téléphone portable moderne. Il quittait régulièrement la maison pour se promener avec son voisin. Ces circonstances ont joué en faveur de Michael, car avec une telle liberté d'action, personne ne peut penser qu'il a été kidnappé. Selon Shaun, un jour, alors qu'il rendait visite à son voisin, la télévision a diffusé un reportage sur sa disparition. Voyant une certaine ressemblance, l'ami du garçon lui a demandé si c'était lui, ce à quoi Hornbeck, bredouillant, a répondu que non. Shaun a eu plusieurs interactions directes avec des policiers pendant sa détention. La première fois, il s'agissait du vol de son vélo. La deuxième fois, les policiers lui avaient déjà donné un avertissement pour avoir conduit son vélo tard dans la nuit. Aucun agent des forces de l'ordre ne l'a reconnu ni ne lui a porté secours. Par ailleurs, il y a eu un autre moment marquant. Shaun a laissé un message sur un site web que ses parents avaient mis en place pour le rechercher. Le message posté par le jeune homme consistait en une seule question. « Combien de temps allez-vous continuer à chercher votre fils ?» Il avait même signé de son nom. Finalement, personne n'a prêté attention à ce message. En 2007, l'histoire a pris un tournant. Shaun a eu 15 ans et Michael a commencé à penser que l'adolescent était devenu trop vieux pour lui. Devlin a alors décidé de lui trouver un remplaçant et de commettre un nouvel enlèvement d'enfant. Cette fois, il a forcé le jeune homme à l'aider et à devenir son complice. C'est une autre façon de faire taire Hornbeck, car sa simple présence au moment de l'enlèvement le rend complice du crime. Ainsi, si le garçon décidait de dénoncer Michael, il devrait lui aussi porter la responsabilité de ses actes. Tout s'est donc déroulé exactement comme Devlin l'avait prévu. Le jour de l'enlèvement de Ben, Shaun était sur le siège passager de la camionnette de Devlin. Quelques jours après son sauvetage, Hornbeck, accompagné de sa mère et de son beau-père, a assisté à une conférence de presse organisée dans l'auditorium d'une école locale située près de sa ville natale. Bien que le jeune homme n'ait pas parlé aux journalistes directement, sa seule présence a rempli de joie le cœur de tous les participants. Pendant la conférence, le jeune homme, vêtu d'un simple survêtement bleu, s'est assis à côté de sa mère et l'a serré très fort dans ses bras. Pam, la mère de Shaun, a déclaré que son fils avait toujours l'impression d'être dans un rêve, mais que cette fois-ci, c'était un bon rêve. Au cours des mois suivants, les Akers ont participé à diverses émissions de télévision, dont l'émission phare d'Oprah Winfrey.
Shawn décrit rarement les événements de ses 4 années d'emprisonnement sur l'antenne de telle ou telle chaîne de télévision. Le jeune homme s'efforce de concentrer l'attention du public sur ce qu'il considère comme le plus important, c'est-à-dire d'exhorter les familles qui ont perdu un être cher à ne jamais cesser d'espérer pour retrouver leurs proches et aux victimes enlevées à ne jamais perdre espoir. Maintenant que les victimes d'enlèvement ont été secourues et rendues à leurs familles, il revient aux autorités de tenir Michael Devlin pour responsable de ces actes horribles. Au cours de son procès, il a été inculpé d'un chef d'enlèvement dans le comté de Franklin et d'un chef d'enlèvement et d'intrusion criminelle dans le comté de Washington. Lors de sa première comparution devant le tribunal, Michael a plaidé non coupable, bien qu'il ait déjà avoué au procureur. Toutefois, en raison des preuves accablantes de sa culpabilité, rien n'a dissuadé le tribunal. À l'issue de la première audience, la détention de l'homme a été prolongée et la caution globale a été fixée à 40 millions de dollars. Quelques jours plus tard, les choses se sont aggravées pour Michael. Le procureur du comté de Louis a ajouté 71 chefs d'accusation à l'acte d'accusation initial. L'acte d'accusation dans l'affaire de l'enlèvement de Ben comportait 18 chefs d'accusation, dont un relatif à l'enlèvement lui-même et les 17 autres à des actes illégaux de nature intime. L'acte d'accusation dans l'affaire de l'enlèvement de Shawn contenait 53 chefs d'accusation, dont un seul était directement lié à l'enlèvement. Chacun des 71 chefs d'accusation aurait pu donner lieu à une peine d'emprisonnement à perpétuité. D'autres chefs d'accusation ont été ajoutés en rapport avec la possession illégale d'une arme à feu. En octobre 2007, on a appris que Michael Devlin avait officiellement plaidé coupable de tous les chefs d'accusation dans 3 juridictions. L'homme aurait détaillé toutes les horreurs que Shawn Hornbeck et Ben Ownby avaient subies. À l'issue des procès intentés contre lui, Michael a été condamné à des dizaines de peines de prison à perpétuité. Le 30 janvier 2008, le criminel a commencé à purger sa première peine de prison à perpétuité. Au total, il devait purger une peine record de 2020 ans. Il ne sera donc plus jamais un homme libre. Michael était incarcéré au Crossroads Correctional Center, un centre de détention situé à Cameron dans l'État du Missouri. En mars 2008, il a été interrogé par des agents de l'unité d'analyse comportementale du FBI ainsi que par un enquêteur de la police du Maryland. Les experts cherchaient à comprendre les motivations et les schémas de pensée de criminels tels que Michael Devlin, afin de permettre à différents services répressifs de former leurs agents à les traquer et à les identifier à temps. Ils ont consacré une grande partie de leur temps de préparation à chercher différents moyens d'entretenir une conversation avec Michael, qui s'est montré peu coopératif. Au cours de la conversation, qui a duré plusieurs heures, Michael a fait preuve de beaucoup d'introspection. Il voulait ainsi savoir ce qui le poussait à commettre de tels crimes. C'est ainsi que l'homme a déclaré avoir lutté pendant de nombreuses années contre ses attirances pour les adolescents. Lorsque les agents du FBI lui ont demandé comment il définissait lui-même son orientation, Devlin a répondu par un adjectif « malade ». Michael a affirmé avoir eu une enfance heureuse bien qu'il ait été élevé dans une famille d'accueil. À la différence de la plupart des délinquants similaires, il n'a pas été victime d'abus physiques ni contraint à avoir des relations intimes. Il a déclaré avoir réalisé vers l'âge de 13 ans qu'il était attiré par les garçons, alors que d'autres jeunes étaient attirés par le sexe opposé. Il a indiqué qu'à l'adolescence, il avait tenté en vain d'inciter un ami à avoir une relation intime, après quoi il avait essayé de réprimer ses désirs. Il a donc tout fait pour occuper son esprit à autre chose. Il mangeait tellement qu'il est monté à près de 140 kilos. Il nettoyait notamment compulsivement son appartement et jouait à des jeux vidéo pendant des heures. Il se tenait à l'écart des enfants, des membres de sa famille et de ses amis, devenant un véritable paria. Michael a même admis qu'il avait essayé à plusieurs reprises d'avoir des relations avec des hommes adultes, mais que ceux-ci n'avaient jamais pu satisfaire ses désirs. Selon lui, il a lutté contre ses besoins jusqu'à ce qu'ils prennent le contrôle sur lui. Ne maîtrisant pas les compétences de communication nécessaires pour tromper sa victime, il a choisi une autre voie. Il s'est donc mis en chasse dans le but de l'enlever. Au bout d'un certain temps, comme nous le savons déjà, il a trouvé Shawn. Devlin a affirmé que si les autorités ne l'avaient pas attrapé, il aurait sans doute continué à enlever des gens. Le 9 avril 2011, Michael a été poignardé à plusieurs reprises par un détenu pendant le petit déjeuner à l'établissement pénitentiaire. L'homme qui, comme Devlin, purgeait une peine de prison à perpétuité, aurait fabriqué un couteau à partir de guides métalliques de machines à écrire. Il a déclaré avoir attaqué Michael en raison de la gravité des infractions qu'il avait commises à l'encontre d'enfants.
Devlin, quant à lui, n'a pas été sérieusement blessé et a été renvoyé dans sa cellule après avoir reçu des soins médicaux. À la suite de cet incident, les autorités locales ont décidé d'envisager le transfert du ravisseur d'enfants vers un autre établissement pénitentiaire en dehors de l'État du Missouri. Il a même commencé à envisager de changer de nom. Cependant, les familles des victimes, qui ont rapidement pris connaissance de cette intention, se sont opposées à ces mesures de protection du délinquant. C'est pourquoi il a continué à purger sa peine dans le même établissement, sans autre changement. Il a été placé sous surveillance dans une cellule d'isolement. Plus tard, Devlin a commencé à souffrir d'une dépression assez grave. Il a arrêté de prendre ses médicaments et a déclaré qu'il ne voulait plus vivre. Selon les dernières nouvelles, Michael serait toujours en vie, en mars 2022. Shawn Hornbeck est parvenu à retrouver une vie normale, même si cela peut paraître difficile. Ce n'est que 2 ans après sa libération qu'il a pu raconter dans le détail ce qu'il avait vécu. Au moment de son enlèvement, il était en 5e année d'école primaire, mais il n'a pas eu l'occasion de poursuivre ses études pendant les 4 années de captivité. Cependant, le jeune homme a voulu rattraper son retard le plus rapidement possible et au cours d'une année de travail acharné, il est parvenu à rattraper ses camarades. Il pratiquait notamment tout type de sport et était régulièrement invité dans diverses émissions de télévision. Il a toujours insisté sur le fait que les autorités devaient informer la population de toute personnalité suspecte vivant près d'elle, même dans les petites villes. À ce moment précis, des informations glaçantes sur le père biologique de Shawn sont apparues dans la presse. Il s'est avéré que cet homme avait été condamné par le passé pour un crime similaire à celui commis par Michael Devlin. Et selon le dossier, il s'agissait précisément de la victime mineure. Le 15 juillet 2019, alors que Shawn devait fêter ses 28 ans, son père adoptif, Craig, est décédé. Un cancer de la vessie avait été diagnostiqué. Il a été enterré dans un cimetière national avec tous les honneurs militaires, car il était membre depuis longtemps de l'US Air Force et de la Patriot Guard. Par manque de fonds et de temps, la fondation Shawn Hornbeck, créée par ses parents, a été fermée en 2013. Toutefois, il convient de noter que ses membres ont poursuivi sa cause et ont fondé une équipe de recherche et de sauvetage appelée Missouri Valley. Fait remarquable, les inspecteurs chargés de l'enquête ont admis que l'affaire n'aurait pas été résolue sans la mémoire extraordinaire du seul témoin, un certain Mitchell Hultz. Les informations qu'il a fournies sur la camionnette suspecte après l'enlèvement de Ben ont été saluées par les membres de la communauté locale comme par les agents du FBI. Ces derniers espéraient qu'il envisagerait de faire carrière dans les forces de l'ordre une fois adulte. Malheureusement, il n'existe aucune information permettant de savoir si cela s'est produit. Tout ce que l'on sait, c'est qu'en 2007, un concessionnaire automobile de Saint-Louis lui a offert un pick-up Chrysler en guise de récompense pour son aide dans la recherche de victimes d'enlèvement.